Fais-toi plaisir. Alors je dirais Manchot Empereur numéro 3. C'est génial, en vrai c'est génial. Et Yolena Zomas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment exceptionnelle avec un invité exceptionnel en la personne de Chris Espel. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit notamment du doubleur du personnage de Jude Sharp dans Inazuma Eleven. On va donc prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour l'interviewer, lui poser pas mal de questions. Du coup Chris, je te remercie énormément de nous accorder de ton temps. J'espère en tout cas que tu vas bien et que tu es content d'être là. Salut Alex, je vais très très bien, merci, je suis très content d'être là avec toi. Voilà, je me présente ou me représente, Christophe, Chris. Donc oui, la voix de Jude Sharp, la voix originale de Jude Sharp, bon évidemment d'autres voix comme tout le monde le sait sur Naruto par exemple, Sasuke et plein de voix dans One Piece et plein d'autres choses également. Mais oui, Inazuma Eleven, c'est une aventure qui a commencé il y a très très longtemps pour moi en studio. Je dirais il y a plus d'une dizaine d'années en tout cas, ou peut-être une quinzaine d'années, je me souviens plus précisément, je dois dire. Ça commence à faire hein, maintenant. Hein. Vraiment, pas mal de temps en fait, parce que voilà, en même temps pour moi il se passe tellement de choses parce que je bosse sur plein de projets différents. Évidemment, je travaille sur plein de doublages. En ce moment, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du ADR, puisque je suis à Londres. ADR. C'est-à-dire, c'est travailler directement sur des bandes originales de films pour ajouter ce qu'on peut appeler en doublage des ambiances en fait. D'accord. C'est-à-dire des bruits, des dialogues dans le fond d'une scène en fait, ou une scène de restaurant, ou une scène dans la rue qui se passe en France, parce qu'il faut ajouter toutes ces voix françaises qui n'ont pas été faites au tournage en fait. Donc c'est un travail sur la bande son originale qui ne sera jamais modifiée en fait. Ok, donc, parfait. Voilà, c'est une étape avant le doublage. Du coup, pour expliquer un petit peu à tout le monde, donc globalement, tu es un comédien de doublage, qui a quand même un CV assez long, hein, on va quand même pas se mentir. Tu as une belle carrière en tout cas avec toi actuellement, par rapport aussi au passé, c'est aussi qui va encore arriver. Tu as quand même travaillé sur beaucoup de projets, et du coup, tu as pu notamment avoir la chance de doubler le personnage de Jude Sharp, qui est quand même un personnage hyper important dans la licence Inazuma Eleven. Et justement, donc pour dire à la communauté rapidement, bien évidemment, vous retrouverez tous les timecodes en fiche de chaque question dans la description et aussi sur la barre de chargement de la vidéo YouTube. Ça, vous pourrez voir un petit peu toutes les questions qui vous intéressent le plus. Et justement, une question qui intéresse, je pense, tout le monde. Comment as-tu entendu parler de Inazuma Eleven ? Et du moins, comment, en tout cas, as-tu passé le casting ? Et qu'est-ce que tu pensais de la série quand on t'en a parlé ? Et aussi, pourquoi pas, le casting en lui-même et le développement de la série ? Eh bien, j'ai entendu parler donc d'Inazuma Eleven la première fois en studio, parce que je travaillais à l'époque à Bruxelles dans plusieurs studios d'enregistrement, et puis on m'a tout simplement appelé pour un casting, je crois. Oui, ça s'est passé assez vite comme n'importe quel casting, je crois, et puis la décision a été prise très vite également, et quand ça se passe, eh bien, on est projeté sur la série, on nous explique tout, et puis on se retrouve en studio, et tout commence, et c'est un peu embarqué dans un train, et puis il est parti, et puis il ne s'arrête pas. Et en même temps, quand on fait plein de choses en même temps, plein de choses différentes, il y a beaucoup d'informations à emmagasiner, puis on se retrouve de toute façon avec des comédiens doubleurs qu'on connaît, avec qui on travaille quasiment tous les jours ailleurs. Et voilà, on reforme une nouvelle équipe, et puis ça devient quelque chose de régulier, et voilà, et puis on s'amuse beaucoup comme d'habitude. Oui, bien évidemment, parce qu'en plus comme tu les connais un petit peu, les autres comédiens, vous formez une sorte de petit crew, entre guillemets, un petit peu une bande de potes qui se rejoint à chaque fois sur différents projets, qui peuvent simplement passer du bon moment à rigoler, se taquiner avec les personnages, savoir un petit peu qui aura les meilleurs rôles, j'imagine aussi, enfin des petites blagounettes un petit peu comme ça entre vous, quoi. Oui, mais il n'y a pas vraiment de compétition, c'est très sympa, parce que comme je disais, on travaille beaucoup ensemble, et donc on se connaît, et alors on découvre le casting, et on est toujours agréablement surpris, en même temps pas surpris parce qu'on trouve que tout roule bien et que le casting a été bien fait. Que les gens ont été bien choisis et que les voix collent super bien, donc
tout le monde est à l'aise et tout le monde est très content de son personnage en fait. Ouais. D'accord, ok. Parce que du coup, c'est vrai qu'en plus, en général, dans la plupart des animés, enfin, comme tu dis déjà, il y a un roulement entre vous, donc à mon avis, même si t'as entre guillemets un petit rôle pour cet animé-là, t'en auras peut-être un plus gros pour le prochain, et ça, en tout cas, ça empêche pas d'avoir une bonne humeur dans l'équipe et de, entre guillemets, bien vous amuser sur chaque tournage, quoi. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, justement, est-ce que toi, t'as déjà refusé, par exemple, un rôle en particulier, si imaginons l'éthique du personnage ne te convenait pas, si la série n'était pas forcément on va dire une série qui te tenait à cœur ou quoi, ou est-ce que tu l'acceptais quand même entre guillemets parce que c'était le travail, qu'il fallait quand même en avoir un peu pour les références, j'imagine, ou Je n'ai jamais refusé de rôle pour une question comme ça. d'accord, Premièrement parce que j'ai pas rencontré beaucoup de produits sur lesquels il y avait des problèmes ou il y avait des problèmes d'éthique ou des choses qui me posaient problème à moi. Et puis aussi, je dirais parce qu'on ne connaît pas grand-chose quand on découvre une série. On fait ce qu'on peut pour être informé, pour savoir de quoi il s'agit, etc. Mais on n'a pas d'a priori, on se dit pas oh ça va être quelque chose de difficile. C'est plus le cas sur des productions live, donc sur des films. d'accord, Ou des séries, mais plus par contre sur des films, parce que s'il s'agit d'un drame et que ce sont des choses qui parlent de sujets graves, qu'il y a de la violence, etc. Parfois on se dit c'est c'est un peu borderline. C'est beaucoup, c'est fort, mais bon, en même temps on est prévenu et on sait un peu à quoi on doit s'attendre. Parfois ça va un peu au-delà de ce à quoi on s'attend. Et on sort de la séance de doublage un peu retourné, un peu perturbé par ce qu'on a vu et par ce qu'on a dû exprimer aussi, parce que fatalement, on doit rejouer ces scènes. Bien sûr. Mais en tout cas, dans un dessin animé ou une série animée, un manga, oui, il y a parfois des scènes très violentes, évidemment, mais je dirais que ça touche beaucoup moins. Touché, en fait. ouais, voilà. Tu te sens moins touché entre guillemets par l'exposition de l'action. Tu dis que ça paraît un peu moins grave quand même que avec de vraies personnes. Ou non, mais je comprends en fait. Du coup, quand tu l'as dit, ça s'est paru naturel comme réponse. Du coup, j'imagine en fait. J'essaie de mettre un petit peu à votre place. C'est vrai que peut-être les scènes où, imaginons, je sais pas, je dis une bêtise. Dans un anime peut-être un peu plus trash, je pense notamment à l'attaque des titans, où tu vois des personnages se faire déchiqueter par les titans, le mec qui perd sa mère, etc. Peut-être que c'est un peu plus trash dans l'aspect, mais si c'était en film réel, peut-être que ça serait encore plus trash du coup. Oui. Voilà, je vois. Et du coup, donc c'est parfait, ça fait quand même une bonne transition du coup avec notamment la question d'après. Que représente du coup l'œuvre Inazuma Eleven pour toi, quand tu l'as connu, même encore aujourd'hui peut-être? Et surtout, est-ce que tu étais vraiment attaché au personnage de Jude Sharp et qu'est-ce qu'il a vraiment représenté pour toi, en particulier dans cette série-là en fait, dans cette licence? Pour moi, ça représentait quelque chose de nouveau et de différent, c'est-à-dire par rapport à mon travail, parce que bon, c'est pas la première fois que je voyais une série animée, surtout une série animée japonaise qui traitait de sport en fait, parce que bon. Quand j'étais petit, je regardais énormément la télé, donc Olivier Tom, tout ça. J'ai vu Olivier Tom, oui c'est ça exactement. On connaît les vrais savent que c'était la Voilà, exactement. Donc voilà, mais par contre, je n'avais jamais travaillé sur une série comme ça, en fait. Bon, j'avais fait plein d'animés, etc., comme on le sait, mais jamais un animé qui était basé sur le sport, en fait. D'accord. Donc déjà ça pour moi c'était nouveau, donc c'était assez excitant. Et puis ensuite, je donnerai un peu la même réponse que je donne quand on me pose la question sur Sasuke. C'est-à-dire que quand j'ai vu le personnage de Jude Sharp, je me suis dit ok, c'est pour moi. Et c'est pas du comment dire, je me jette pas des fleurs, etc. Mais je dis le type de personnage, le genre de personnage, je me suis dit oui, ça, je rentrerai dedans très facilement et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire et c'est pile dans mes cordes. Bah justement, on en avait parlé tous les deux du coup en off et il me semble que Darkos aussi t'en avais parlé quand il t'avait interviewé notamment pour le côté plutôt Naruto de Sasuke. C'est vrai qu'on avait tous les deux eu la même remarque, qu'on disait que toi tu avais vraiment une voix très entre guillemets, j'allais dire qui est bien posée et surtout qui
est vraiment assimilé aux personnages qui ont un côté un peu sombre, comme Sasuke ou Jucharp au début. Ce sont pas des personnages qui vont s'ouvrir facilement, qui vont avoir un côté, tu sais, le brin ténébreux, le côté un petit peu dark, et qui vont finalement finir par s'ouvrir un petit peu, à développer davantage, entre guillemets, leurs sentiments envers les autres, qui vont avoir un peu de recul et de retenue. Et du coup, c'est vrai que toi, t'as vraiment cette voix-là et l'interprétation qui colle vraiment bien à ces persos-là, quoi. Merci, mais c'est bizarre, peut-être qu'il y a un truc, hein. Bah, est-ce que peut-être question un peu plus personnelle, est-ce que justement tu te retrouves dans ces personnages-là? Est-ce que, je sais pas, dans ta jeunesse, t'as peut-être eu un côté, j'allais dire pas forcément rebelle non plus comme ça, mais un côté, on va dire, un peu plus sombre qui te rappelle un petit peu ces personnages-là, d'où le fait que t'aies plus de facilité à les jouer, ou inversement, que c'est tellement l'opposé de toi que peut-être tu t'y retrouves en les jouant, enfin je sais pas, est-ce que c'est un... Peut-être une raison comme ça? C'est pas l'opposé. Je veux dire, c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup. Ouais. Par rapport à peut-être à ce que j'ai vécu, qui n'a jamais été vraiment dramatique, je l'avoue. Mais par rapport aussi toujours à ce que je vis maintenant, c'est dans le fait d'apprendre, de connaître les autres, d'avoir de grandes amitiés, d'avoir des déceptions. De changer de vie également, parce que c'est des choses parfois qu'on est amené à faire et faire des choix. Donc je pense que voilà, Jude par exemple est un parfait exemple de changement, de choix, de maturité, de décision, de quelqu'un qui évolue et qui en même temps se relève tout le temps. Exactement. Et veut aller plus loin. Mais ça, bon, je peux pas le savoir dès le début, mais on le sait au fil du temps, et donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un certain parallèle avec moi aussi, donc je trouve ces personnages fantastiques, parce que voilà, ils représentent vraiment quelque chose de fort, et qui donne aussi de la force à tout le monde. Et moi, j'admire ça, c'est un personnage que j'admire beaucoup. Tout comme j'admire Sasuke également, même si bon, il s'est passé plein de choses avec Sasuke, etc. Mais bon, et puis ça se poursuit, donc ça évolue toujours. Mais ce que j'aime, c'est l'évolution, c'est le chemin, le parcours, et en fin de parcours, ou presque en fin de parcours, la positivité, le fait de se relever, et le fait de continuer et de s'améliorer. C'est ça. Après, c'est vrai que justement, quand tu vois, en fait, t'as anticipé la question d'après, du coup, sur le fait si t'es surpris ou pas de l'évolution de certains personnages par rapport à leur caractère, leurs décisions et le scénario, que ce soit notamment Jude ou Sasuke. Mais justement, ça permet justement aussi de rebondir sur ça. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est des personnages qui inspirent en fait le respect, qui ont montré l'exemple à beaucoup de générations. Moi, je prends mon cas, donc je suis né en 95, du coup forcément j'ai grandi plutôt avec Naruto d'abord, puis après avec Inazuma Eleven, qui pour ma part est rentré plus tôt dans ma vie à partir du lycée. Donc on va dire que ma formation de jeune enfant adolescent était déjà faite entre guillemets sur les mangas animés, et j'ai pu apprécier justement à sa juste valeur des animés comme Inazuma, qui étaient certes plus simples, mais quand même avec des personnages qui étaient complexes pour certains, comme Sean Frost, comme Jucharp par exemple. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes modèles d'évolution en suivant les animés, suivant les époques. Et Sasuke pour moi m'a beaucoup marqué par sa capacité justement à accepter entre guillemets les difficultés de la vie, tout ce qui lui est tombé dessus par rapport à son frère, son clan, l'histoire, son déroulement. Et Jucharp, c'est un petit peu pareil dans le sens que lui, il a aussi dû être adopté, qu'il a dû gérer en tout cas cet aspect de personnage au début méchant, puis finalement gentil, puis après de fin tacticien qui a été remis en cause parfois dans l'animé et tout ça. Et c'est vrai que c'est des personnages auxquels on peut s'identifier dans nos problèmes à nous du quotidien, nos personnalités. Et vraiment, le fait qu'on ait aussi des doubleurs comme toi qui arrivent à retranscrire parfaitement leurs émotions, bah, ça rend l'immersion encore plus parfaite, quoi. Merci, j'apprécie vraiment ce que tu dis. En même temps, c'est vrai. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui regardent cette vidéo, du coup, sachez qu'actuellement, je suis en plein frisson. Enfin, quand j'entends Chris parler, du coup, j'entends vraiment comme si c'était Chris ou Sasuke qui me parle. Du coup, je suis là, j'ai sur le relève jusqu'aux oreilles. Vous le verrez dans le retour et tout, j'ai des frissons jusque-là. C'est absolument ouf. Franchement, les amis, le doublage et les personnages, les animés, c'est incroyable. Les sensations et les émotions que ça vous fait ressentir, quoi. Et en tant que fanboy de 24 ans, c'est encore le cas, je tiens à vous le dire quand même. C'est un truc de fou, en tout cas. Chris, je te remercie toujours, en tout cas, de nous accorder ton temps, parce que c'est vraiment exceptionnel comme moment. C'est génial, mais c'est un plaisir, et pour moi, ouais, c'est exceptionnel. Voilà, je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant, et pour moi, c'est toujours un plaisir. Je m'ennuie jamais en studio, et je me donne jamais à 50% ou même 75%. C'est toujours se donner à 100%, parce que bien sûr. Voilà.
c'est le boulot, mais en même temps, on aime tellement le faire et on est passionné. Et voilà, c'est vraiment avec plaisir. Parce qu'on connaît l'impact aussi, parce que moi, le fait d'avoir rencontré déjà des fans à la Japan Expo, Bien sûr. j'en ai fait 2, quand on voit, quand on constate l'impact en fait, et je crois que c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte aussi, parce que bon, je reçois beaucoup de messages, j'essaie d'y répondre quand je peux, mais quand on rencontre les gens aussi, c'est un vrai plaisir, et on se dit, et en fait on remonte à son enfance, et moi je me rends compte que dans mon enfance, j'ai été énormément touché et influencé par les dessins animés, mais aussi par les voix de tous les personnages que j'adorais, et que des voix que je n'oublierai jamais en fait. Ah, il y a des voix qui t'ont porté toute ta vie. Moi, les voix qui m'ont plus marqué, forcément ça restera les tiennes, celle, je pense, des personnages, Brigitte Lecordier notamment pour Goku, après les voix aussi, par exemple pour Katen Tsubasa et tout ça, ou même pour Yu-Gi-Oh, c'est des voix qui m'ont marqué à vie et que je pense que je me rappellerai tout le temps. Et quand aujourd'hui, des fois, je les entends dans des doublages de jeux vidéo ou de films, ou même de voix off de pub, etc. Je suis là en mode, ah, c'est la voix d'un tel personnage et tout. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en convention, maintenant, t'as plein de gens qui viennent te voir, qui se disent, ah, merci pour tout ce que tu as fait. Et c'est vrai qu'on s'est attaché au personnage autant finalement qu'à sa voix et aux valeurs qu'il véhicule, quoi. Et c'est même très récurrent aujourd'hui que t'entends plus des fois des enfants, des adolescents ou des adultes qui vont faire des citations des fois pour leurs photos Facebook, Twitter, sur les réseaux des machins, ou juste pour se la péter un petit peu sur les réseaux, où ils vont citer des fois les phrases de personnages en fait, plus que des personnages connus, des vraies personnalités publiques, et plus de personnages d'animés qui ont été retranscrits du coup par la voix off, etc. Et c'est absolument ouf l'impact que les personnages ont sur nous en fait. C'est incroyable, oui. Je trouve ça totalement dingue, moi je trouve ça totalement dingue, et ça, c'est hyper percutant en fait. Et ça prouve à quel point tout ce qui est mondialisation, les animés, la culture, etc. qui se mélangent, ça crée vraiment l'humain en fait. C'est ce qui nous construit quoi, au quotidien, et je trouve ça fou. Enfin, oui, mais ce serait triste. Le monde serait bien triste sans culture en général d'ailleurs, mais voilà, parce que bon, la culture maintenant, une grande partie passe par la télévision, depuis déjà plusieurs années. Je veux dire, c'est pas nouveau. Non. Mais c'est en grande partie à travers la télévision, en tout cas à travers un écran maintenant. On va généraliser un peu ça, que ça passe, et ça reste. Je veux dire, avec la lecture, avec le cinéma, et avec tout ce qui est audio maintenant, mais un peu moins, mais ça reste malgré tout la plus grande source de connaissances, de découvertes, l'impact aussi le plus important. Oui. Bien sûr. Tu as tout à fait raison. Du coup, question suivante, Chris, à mon avis, qui va parler un petit peu plus, on va dire, de casting, pour compléter un petit peu ce que tu as dit au début. Aurais-tu voulu doubler un autre personnage que Jude Sharp, bien sûr en connaissant le scénario un peu plus, en connaissant davantage peut-être le caractère de certains personnages, comme celui d'Axel Blaze, comme Sean Frost, ou d'être un personnage encore plus mystérieux que Jude Sharp du coup? Sachant qu'il est déjà pas mal, Jude Sharp, sachant que c'est un personnage qui est quand même déjà pas mal. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est toujours une question difficile, et puis comme je disais au début, donc, quand on voit le casting, etc., personnellement, on se dit, je suis très content avec mon personnage, je suis très content avec les autres personnages, je trouve que le casting est bien fait et que les voix collent super bien, en plus on s'y habitue très très vite. Donc, connaissant Jude, je dirais, je pense pas. Honnêtement, c'est très bizarre, mais a posteriori, on s'attache tellement à son personnage qu'on n'a vraiment pas envie d'en changer, on se dit pas, non, j'aurais pu faire un tel, ou j'aurais pu faire un tel. C'est clair. Mais non, je dirais non, honnêtement, non. Je me suis attaché à Jude, et puis voilà. C'est vrai, non mais t'as bien raison. En vrai, c'est que t'as un attachement, forcément, c'est un projet qui tient à cœur, que t'as vu naître en fait, parce que du coup, ça arrive en France, tu l'as vu naître depuis le début, en plus, c'est un des personnages les plus importants, du coup, qui apparaît dès l'épisode 1, du coup, forcément, c'est comme si c'était ton bébé, entre guillemets. Oui, quoi. c'est ça, exactement, ouais. Et du coup, à l'inverse, est-ce que t'as des personnages que t'aurais pas voulu incarner, justement? Genre des personnages qui, dans leur personnalité, leur design, etc., te repoussent un peu et te donnent pas envie, en fait? Oh, pas vraiment, mais je crois que, fort, par exemple, j'aurais pas voulu être la voix de Ray Dark, parce que voilà, ça n'aurait pas collé, et puis voilà, je me suis dit, oh non, je préférerais être sur le terrain, je préférerais être celui-là, et puis voilà. Bah ouais, normal. Donc voilà, peut-être, je dirais ça.
toi, tu préférais lâcher des manchons empereurs que Voilà. que des trucs un peu dégueulasses sur les ennemis, quoi. Voilà, exactement. C'est normal. Oui, tout à fait. Normal. Et du coup, d'ailleurs, justement, j'allais dire, comment se passe du coup l'enregistrement en studio? Est-ce que vous êtes plutôt tout seul? Est-ce que t'enregistres à plusieurs avec les mêmes personnages de l'équipe? Ceux qui sont directement sur le terrain, vous passez tous en même temps pour l'enchaînement des techniques et tout ça? Ou c'est vraiment un travail de montage qui est fait derrière, où vous allez par petits groupes? En général, on est plusieurs en studio. C'est la manière la plus efficace de travailler quand les conditions le permettent, c'est-à-dire quand les gens sont libres ou maintenant, évidemment, les conditions sont différentes, ce qui est temporaire, mais on fait tout notre possible pour être plusieurs. Évidemment, on ne peut pas être 10, surtout pour les personnages principaux, pour les ambiances, oui, mais en général, on est peut-être 2 ou 3 ou 5 maximum à être au micro s'il se passe des trucs. En même temps, si c'est des scènes avec beaucoup d'action, où chacun parle un peu au-dessus de l'autre, évidemment on essaie un peu de séparer les choses parce qu'après ça complique les choses au mixage et donc il y a tout un travail savant là derrière, mais quand il s'agit de dialogue entre deux personnages, c'est mieux d'être à deux au micro et de pouvoir se répondre, comme ça on a une plus grande interaction aussi, mais bien sûr ça arrive aussi de se retrouver tout seul. Moi, de par ma situation, c'est-à-dire que donc, je suis à Londres, donc quand je vais pour des enregistrements principalement à Bruxelles, parfois à Paris aussi, souvent je me retrouve tout seul. Parfois je me retrouve avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un que je connais de toute façon, ou peut-être quelqu'un que je ne connais pas au micro, mais c'est un peu différent. Mais on est de toute façon habitué à travailler soit seul, soit avec d'autres comédiens en studio. Ouais. Ah, vous êtes très polyvalent en fait. Après, c'est vrai que quand vous êtes en groupe, comme tu le dis, il y a plus d'interaction. Du coup, c'est peut-être plus facile encore de rentrer dans la scène, dans l'esprit justement de l'action, avec les OST sont un peu derrière. Parce que du coup, quand vous faites le tournage, ils vous mettent les OST un petit peu derrière, vous êtes simplement à vide, avec juste le personnage qui parle et vous devez le doubler dans la foulée. En fait, en général, on écoute la version originale, donc une fois, donc tout est découpé en séquences d'1 minute, 1 minute 30 maximum, ou parfois plus. Et ensuite, on n'a plus rien. C'est-à-dire en général, on n'a plus rien. On peut avoir le choix d'avoir un casque pour s'entendre et pour entendre ce qu'on appelle la VI, c'est-à-dire tout ce qui est musique et effets spéciaux, mais on n'a plus les autres voix en fait. Donc là, on est livré à nous-mêmes, on est tout seul. Moi, personnellement, j'aime bien travailler sans avoir de casque et sans avoir de musique ou tous les effets spéciaux, etc. Parce que je trouve que ça me distrait. Mais je travaille aussi avec ça, avec un casque quand les conditions techniques l'obligent. Je vais pas mettre, ouais. Donc, mais sinon, on se retrouve, on est tout seul. On est tout seul, je veux dire, face au micro et face à l'image, à la bande rythmo où se trouve le texte. Et voilà. D'accord, ok. Et du coup, mis à part vraiment donc, tout ce qui était conditions de tournage, tout ça, le fait que les doubleurs, tu t'entends super bien. À mon avis, tu as gardé contact avec eux du coup, ceux de Inazuma Eleven et d'autres séries. Oui, j'ai toujours des contacts avec certains. Comme je disais, je travaille beaucoup moins donc à Bruxelles maintenant. Donc j'ai un peu perdu le contact avec certaines personnes. Mais bon, comme je travaille toujours sur Boruto maintenant, One Piece également, puis parfois d'autres séries qui reviennent, comme on a doublé très récemment une dernière saison c'était une série oui je sais plus exactement, mais bon on s'est retrouvés tous en studio. C'est pas grave. Genre 10 ans après. Oui, c'était Sony with a Chance. On s'est retrouvés genre 10 ans après en studio avec les mêmes. Donc ça c'était super agréable parce que voilà, on retrouve ses vieilles habitudes et ses amis. Mais c'est comme une réunion d'anciens élèves qui reviennent, voilà, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. 10 ans après. Mais je veux dire, oui, j'ai pas gardé le contact avec tout le monde non plus parce que bon, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde, quoi. Oui, voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, que penses-tu de l'évolution globale de la licence? Alors, t'es pas forcément un expert de la licence dans les mécaniques du jeu vidéo, de l'anime, etc. Mais qu'est-ce que tu pensais vraiment de l'évolution de la licence quand t'as dû apprendre par exemple qu'il y avait dans la partie Inazuma Eleven Go des esprits guerriers qui se rajoutaient avec les techniques, les armures, le côté Miximax du coup, c'est les mini-fusions entre les personnages et tout.
Parce que c'est vrai que de base, c'est quand même un peu what the fuck, hein. C'est du football avec des techniques, avec des éléments. Oui, bien sûr. Qui des fois font apparaître des pingouins, des animaux et tout ça. Et d'un seul coup, on te dit qu'il va y avoir des armures, des esprits, etc. Comment tu l'as vécu et aussi comment tu as vécu, pourquoi pas, l'évolution de Jude en tant que coach dans Inazuma Eleven Go par exemple? Parfois on est un peu surpris par les choses, parce qu'évidemment on s'y attend pas. Mais puis on n'a pas écrit la série, donc on ne sait pas tellement où ça va. Mais on se dit bon, il faut bien que ça évolue à un certain moment parce que tout peut pas être comme la première saison, parce que si tout est comme la première saison, bah, ça devient un peu banal et tout le monde sait à quoi s'attendre et ça perd un peu de son intérêt. Donc oui, parfois on est surpris par des choses qui arrivent, on se dit oulala, ça va un peu loin, des extraterrestres, des armures, etc. Bon, on est un peu habitué évidemment à travailler sur des animés japonais un peu, qui se passe des choses bizarres et que tout d'un coup il se passe un truc, donc on n'est pas trop surpris. Mais en même temps on comprend qu'il faut faire évoluer les choses, parce que sinon ça reste là où c'est et puis ça stagne et puis il n'y a plus grand intérêt. Moi quand je regarde une série, et quand je regarde une série maintenant, ce qui m'intéresse c'est que ça change, c'est que ça évolue. Il y a des séries qui déchirent, et je trouve parce que justement il se passe des changements dramatiques et tu te dis mais waouh, mais ça se renouvelle, ça arrive à te surprendre à chaque fois dans le bon comme dans le mauvais. Voilà, exactement. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il faut se réhabituer à une nouvelle réalité, et ça tient tout le monde. Ça tient tout le monde en haleine et sur ses pieds, et genre prêt à être intéressé. Évidemment, je dirais que j'ai pas pu suivre toute l'évolution, évidemment, bien sûr. Malheureusement, malgré moi également. Mais voilà. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que tu n'as pas doublé du coup sur Ares et Orion, tu n'as pas doublé Jude Sharp du coup. Non, ce qui est regrettable. Il faut le rappeler, c'est regrettable parce que je n'ai pas été contacté, on n'a pas pris la peine de me contacter, en fait, c'est ce qui s'est passé. Bien que je sois toujours contactable et que je sois très souvent à Bruxelles pour travailler sur Boruto et One Piece, majoritairement ces deux séries, mais aussi d'autres choses. Ça a été un choix, d'après ce que j'ai cru entendre, parce que je l'ai appris a posteriori en plus. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui m'a fait un choc, je dois l'avouer. Tu m'étonnes, t'as ton petit bébé qui a grandi, machin, et il y a une nouvelle série, une nouvelle timeline, du coup une nouvelle histoire. En plus, Jude Sharp, il est quand même bien mis en évidence. Et on te dit non, finalement, ce sera pas toi le doubleur VF, ce sera quelqu'un d'autre, et ils vont redistribuer des voix, quoi. Oui, voilà. C'est vrai que on m'a même pas dit ça. Je l'ai appris par quelqu'un qui travaille sur la série, mais qui n'est pas impliqué dans la direction de la série. Donc, bien sûr. Ouais. Donc, comme je dis, je l'ai appris a posteriori. On m'a même pas dit est-ce que ça t'intéresse de le faire, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu es là, parce qu'évidemment, moi, je suis toujours là. Et le temps, je l'ai, et la volonté de continuer, je l'ai aussi. Donc, ce qui s'est passé m'a en fait déçu et choqué. Sûr, et en fait, j'aurais envie de m'excuser auprès des fans, mais je dirais que c'est pas à moi de m'excuser, c'est au responsable, à la direction artistique d'avoir fait ses choix. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce qu'en plus, tout le monde trouve ça dommage parce que, comme tu sais, c'est toi, hein, la voix de Jude Sharp, ce sera pas quelqu'un d'autre dans notre esprit. C'est d'ailleurs pas pour rien que la VF de Inazuma Eleven, Ares, elle a un peu été critiquée parce qu'il y a eu des erreurs de traduction, ils ont changé les doubleurs, et du coup ça a fait que non seulement ça a bouleversé les habitudes de chacun par rapport à ce qu'on a connu avant, mais en plus ils ont proposé une version VF qui était en deçà, mais vraiment très très en deçà, de ce qui était proposé avant, sans porter injure bien évidemment à tes collègues qui font un très bon boulot, qui est quand même exigeant, c'est un boulot exigeant qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui demande beaucoup d'années d'expérience, de savoir-faire surtout. Mais c'est vrai que la VF elle a été très critiquée pour Ares parce qu'elle était très en deçà d'avant. Et comme tu l'as dit justement, et du coup tu as très bien rebondi en plus sur cette question-là, quand tu dis qu'une série évolue pour bouleverser les habitudes, pour bouleverser le quotidien un petit peu des gens, et c'est vrai que c'est ça qui les intéresse le plus, mais quand tu bouleverses jusqu'à la VF, enfin, du moins le doublage, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas bouleverser, je pense, à mon sens, hein, en tant que spectateur. Et le fait qu'ils aient fait ça, c'est limite se tirer une balle dans le pied en fait. Et ça n'a pas amélioré, entre guillemets,
la réputation de Arès et Orion, qui même s'il y a de bonnes idées, n'est pas allé au bout des ambitions de ce qu'on pouvait penser, et malheureusement a un petit peu gâché entre guillemets la licence Inazuma, quoi. Exactement, donc c'est extrêmement regrettable et ça a créé des dommages, je dirais, qui sont irréparables parce que voilà, la VF est faite. Ouais, la balle est faite, parce que voilà, les choses ont changé de main et elles sont passées dans les mains d'une personne moins compétente qui n'a pas pris la peine de s'investir comme beaucoup de nous s'investissent tout le temps dans ce que nous faisons et dans tous les comédiens avec lesquels je travaille qui sont super investis. Je ne sais pas dans quelles conditions ils ont travaillé, parce qu'évidemment je n'étais pas là, mais voilà, il y a clairement un manque de compétences et de cohésion et de réflexion sur... de management. D'impact sur la série. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est là que tu vois que des fois, dans l'aspect production et on va dire prise de décision, c'est vrai que les fans en général s'attachent beaucoup à une œuvre, qui en font parmi leur top 1, top 2, top 3, ou du moins qui en parlent très souvent, qui jouent même aux jeux vidéo, qui achètent les goodies, comme les peluches, les cartes, tout ça. Donc c'est vraiment ancré dans l'esprit des fans de ce genre de licence. Encore plus quand tu l'as connu étant enfant, que tu as suivi avec les nombreuses séries comme Go, machin. Et c'est vrai que t'as des fois les adultes, entre guillemets, hein, les professionnels du secteur qui font des choix pour que ce soit plus vendu en termes de marketing, pour que la com passe mieux comme ça. Et des fois ils font des choix et tu sens que c'est pas vraiment des fans eux-mêmes en fait, que c'est vraiment l'aspect business qui prend le dessus ou simplement, je sais pas, en fait, l'aspect humain et technique. Et du coup ils sont amenés à faire des choix qui des fois, à contresens des valeurs de la série et de l'esprit des fans en fait. Et je trouve ça dommage. Je crois que c'est un problème en tout cas pour Inazuma, un peu par rapport à ce que je connais du métier. C'est un problème au niveau du doublage, c'est-à-dire au niveau Bien sûr. Du directeur artistique et des décisions du studio. C'est vraiment pour moi, je crois que c'est vraiment à ce niveau-là que le problème s'est joué. Et voilà, donc il y a des gens plus compétents que d'autres. Il y en a qui font du travail bâclé, il y en a qui ne font pas du travail bâclé. Et voilà, il faut choisir la bonne personne. C'est ça. Et puis après, souvent, voilà. J'imagine que le problème, c'est que ces personnes qui font un travail bâclé, justement, des fois, ça entache justement le boulot de ceux qui le font bien. Parce que du coup, ça fait que tout le monde est mis dans le même panier injustement. Et que, imaginons, tu as un studio de production, j'imagine, qui embauche, je sais pas, 10 doubleurs et que les 10 doubleurs font de la merde. Même si après, tu as une équipe qualitative, ils vont toujours vous prendre pour n'importe quoi. C'est dommage, quoi. Oui, c'est surtout aussi, je trouve aussi que c'est un manque de respect pour tout le monde et pour tous les fans et pour tous ceux qui regardent. Parce que on peut ne pas aimer un produit, on peut ne pas apprécier un manga, mais alors déjà on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on travaille dessus ? Pourquoi est-ce qu'on est à charge du projet, quoi. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on accepte de travailler dessus, ou pourquoi est-ce qu'on s'impose ? Parce que bon, il y a plein de choses qui se passent. Il y a toute une politique de studio et de directeur artistique. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Et donc voilà, mais je trouve que c'est un manque de respect. Je crois qu'il faut toujours garder en tête qu'il faut respecter ceux qui regardent cette série. Bien sûr. Quoi qu'on éprouve pour la série, il faut toujours respecter ceux qui regardent, parce que ce qu'on va faire, ce qu'on va faire va être enregistré pour la postérité, et ça ne sera pas changé avant que peut-être dans 20 ans on refasse une version remasterisée, ou j'en sais rien. Mais bon, ça s'est fait dans le passé, mais ça ne se refera plus. Mais je veux dire, il faut toujours garder en tête le respect du téléspectateur, du fan, de celui qui adore la série, et de celui ou celle pour qui ça compte énormément. Voilà. Exactement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas plus important que le respect, de toute façon, dans la vie personnelle, professionnelle, et encore plus professionnelle, parce que c'est vraiment là où les projets peuvent avoir lieu. S'il n'y a pas de respect de base, la collaboration ne peut pas marcher. Voilà, exactement. Et encore plus quand tu ne respectes pas le consommateur, et après c'est foutu, quoi. Si tu commences à mal travailler pour un projet, ça va se découler sur les autres, et c'est fini, quoi. Oui, très bien, c'est juste. Ouais. Et du coup, justement, c'est vrai que du coup, je suis désolé pour les
spectateurs qui nous regardent aujourd'hui, pour les abonnés ou ceux qui me découvrent aujourd'hui avec cette vidéo-là et qui découvrent aussi Chris au passage, il n'aura pas d'informations du coup sur la VF d'Orion, enfin je suppose, hein. Non, T'en auras pas. non, je suis désolé, Du coup, je peux rien dire, je peux vraiment Voilà. rien dire. Parce que je sais que beaucoup de Je ne sais personnes rien. attendent la VF d'Orion, parce que la VF d'Arès est arrivée quand même assez vite avec les 26 épisodes. Tout le monde attend du coup les 30 épisodes qui suivent après. Mais je suis désolé les gars, il n'y aura pas du coup d'informations exclusives dans la vidéo à propos d'Orion. Même moi, pour l'instant, je suis au courant de rien. J'ai beau avoir des sources, etc. Je suis au courant de rien. Du coup, ce sera pas avant mon avis 2021. Du coup, il faudra prendre son mal en patience, tout comme la sortie du jeu vidéo du coup, qui a été reportée à 2021. Voilà, au moins comme ça les gens savent Désolé. vraiment ouais, t'excuses pas, de toute façon c'est pas ta faute, hein. Ça sera vraiment la faute de la communication de Level 5 et tout ça qui pour moi n'assure pas depuis plus de 2 ans maintenant. C'est un enfer de suivre l'actualité Inazuma Eleven. Du coup je pense que pour les doubleurs aussi c'est un calvaire donc Ouais. et pour tout le reste. Mais du coup, dernière petite question de la vidéo, avant éventuellement un petit bonus qui pourrait être sympa pour les abonnés. Est-ce que tu es attaché vraiment à tout ce qui est, on va dire, est-ce que tu aimes en tout cas le sport en général, le football du coup, et est-ce que tu aimes aussi les jeux de rôle éventuellement? Est-ce que tu as pu tâter un petit peu les jeux Inazuma Eleven ou pas du tout? Non, j'avoue que j'ai pas pu tâter ça. Là, je dis non parce que voilà. Le sport en général, oui, j'aime Ouais, bien sûr. en général tous les sports. J'en préfère d'autres à certains. Je dirais Ouais. pas que je suis un super fan de foot. Je préfère par exemple le tennis. Je suis plus, Ah, le tennis, je suis c'est beau. plus à m'installer devant la télé à regarder le tennis, à regarder le foot ou même le cyclisme. Je trouve ça, voilà, J'imagine bien, tiens, à fond devant un match de tennis et tout, voilà. à insulter le mec en face. Mais ça c'est mon truc, donc voilà. Ouais, je t'imagine bien. Mais T'es c'est, pour qui d'ailleurs au tennis? pardon. T'es pour qui d'ailleurs au tennis? T'as un tennisman préféré du coup? Non, pas vraiment en fait. Je suis pas quelqu'un Même qui pas se, Rafael qui se Nadal, un fixe peu sur un sportif ou un tennisman. Ouais. C'est très très bizarre, je sais. Mais Écoute, je suis bonus, pareil avec Djokovic. je suis pareil avec les chanteurs, etc. Ouais. ou des stars. Moi, je m'attache enfin, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Mais je suis jamais un grand super fan d'un tel ou c'est curieux. D'accord, mais sinon, tu préfères qui entre petite question bonus hein, pour la vidéo, Ouais. Federer, Djokovic ou Nadal? Ah, là c'est une bonne question. Ça, c'est petite réflexion, parce que moi, du coup, tu sais, j'ai des origines espagnoles et tout, très très ancrées. Du coup, forcément, Nadal, c'est l'égérie de la nation. Bien sûr. Du coup, attention à ce que tu dis. Moi, je dois faire attention à ce que je dis en fait. Non, je ne répondrai pas à la question. On ne touche pas. Il esquive. J'esquive la question, voilà. Énorme, énorme. Bah, ça, tu me le diras en off au pire. Je dirais Murray parce que je suis à Londres, tu vois. Et oui. Du coup, pour la question bonus, les amis de la vidéo, qui terminera simplement cette interview qui était quand même exceptionnelle dans tous les points. On a appris pas mal de choses en tout cas sur le métier de Chris, sur le fait aussi qu'il a apprécié le personnage de Duchar, comment il a vu son évolution, comment il a vu l'évolution de la série et toutes sortes de choses. Et du coup, en question bonus, pour faire plaisir un petit peu aux abonnés, surtout aux fans de la licence Inazuma Eleven, est-ce que tu aurais une petite réplique spécifique à Jude à dire en vidéo, ou peut-être le nom d'une technique comme ça, j'allais dire à gueuler non, mais à exprimer en vidéo tout simplement, comme les manchons empereurs ou autres? Oui, bien sûr, je peux faire ça. Je peux faire des noms de techniques, oui, tout à fait. Avec Fais-toi c'est très plaisir. bizarre. Fais-toi plaisir. Alors je dirais Manchot Empereur numéro 3. Voilà. C'est génial, en vrai c'est génial. Là, il y en a d'autres, C'est enfin, il y a le gé- triangle de la mort. C'est trop bien. Ou alors, il y avait C'est le- génial. Le C'est kiffant. ballon illusoire. Putain, c'est magnifique. Tu sais que je retrouve trop la même voix. Du coup, mes abonnés, ils ont joué avec moi. Enfin, j'ai fait des vidéos sur Inazuma Eleven Striker, par exemple, le jeu sur la Wii. Et Oui. du coup, t'entends vraiment le même pareil. Quand tu joues dans les jeux sur 3DS, etc., t'entends du coup la voix un petit peu des personnages. Et c'est trop bien. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. C'est hyper kiffant. Et je voyais pas mieux pour finir la vidéo, en fait. Super. Du coup, Génial. merci Chris, merci beaucoup. Du coup Chris, je te remercie vraiment infiniment pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Du coup nous on a pu tourner pendant une petite heure etc environ. Du coup en tout cas les abonnés auront la vidéo détaillée avec bien sûr le sommaire pour chaque question et tout ça. Mais si bien évidemment je pense que tout le monde va la regarder en entière tellement elle est... Tellement c'est fou en fait. C'est fou d'avoir la voix d'un personnage qu'on a
apprécié étant enfant, adolescent et même adulte du coup qui vient en vidéo parler à la communauté directement. Du coup je te remercie énormément pour ton temps et pour ta générosité aussi, ta gentillesse et pour tout le travail que tu as apporté à la licence et de nous avoir fait kiffer autant quand on était gosse que maintenant en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi Alex, vraiment c'est un pur plaisir. Ah ben partagez. Vraiment c'est un extrême plaisir et je te remercie toi et je remercie tous les fans d'Inazuma d'être là et vous pouvez continuer à me poser des questions, j'y répondrai quand j'ai le temps, je promets que je réponds, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les 10 minutes, mais voilà, parce que j'ai des choses à faire aussi. Si Mais tu veux, voilà. je peux partager tes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, dans la vidéo directement. Oui, tu peux, Comme oui, ça, tout à fait. les gens pourront, dès le début de la vidéo, en tout cas, t'enregistrer sur les réseaux sociaux et venir te parler peut-être. C'est comme tu veux. Oui, tu peux, tout à fait. Parfait, d'accord, ok, bah j'ai suivi Super. ton autorisation, alors je le fais. D'accord, ok, je te remercie beaucoup. Bah écoute, je pense que j'ai parlé au nom de toute la communauté, tout le monde te remercie encore une fois pour la vidéo. Je vous laisserai bien évidemment les amis, comme je l'ai dit juste avant, allez voir les réseaux de Chris sur Twitter, sur Instagram du coup si vous voulez lui parler, voir un petit peu ce qu'il propose sur son métier, en dehors simplement bien sûr de son cadre professionnel et tout ça. Vous pouvez aussi surtout vous abonner à la chaîne si vous aimez Inazuma Eleven, mon contenu semaine après semaine, cocher la cloche bien évidemment pour avoir toutes les notifications et ne pas rater les prochaines interviews ou vidéos. Laissez-nous un gros pouce bleu si bien évidemment vous avez kiffé le passage de Chris dans la vidéo et l'idée de la vidéo. Rejoignez-moi sur Insta et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour prochaines vidéos et éventuellement d'autres interviews. Ciao! Merci, salut!